savons tous à quel point les exigences du système éducatif peuvent peser sur les épaules des apprenants. Parlons-en, la pression académique. Bonjour et bienvenue sur Orgy TV, votre chaîne de proximité inspirée par un esprit positif. Avant de plonger dans le vif du sujet, assurez-vous d'être abonné sur notre chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche de notification de sorte à ne rien rater. Welcome inside! Welcome inside. Welcome inside. Comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas seule sur ce plateau. J'ai avec moi Marc-Alain Mouteba. Comment vous allez? Ça va très bien. Comment ça va? Oui, ça va aussi. Et Monsieur Mike, comment vous allez? Merci de m'avoir ici. Nous sommes en tout cas très ravis de vous avoir sur ce plateau. Et très honoré en tout cas. J'espère que ça sera une très bonne conversation. Ah, ça manque jamais. Exactement. Et j'ai aussi mes co-hosts avec moi. Sarah, comment tu vas? Je vais bien, ma princesse, et toi? Oui, ça va très bien. Désolée, tu es la princesse que la divine. Exactement. Mais au moins, je voulais ça. Je vais très bien. Et toi, Divine, comment tu vas? Je vais très bien, sauf que la météo du Texas a décidé de me visiter cette semaine. Mais par la grâce de Dieu, je me porte bien. Je vois que toi, tu es déjà prête pour le décalage horaire. Exactement, déjà prête. Alors, vous êtes prêts pour la conversation d'aujourd'hui? Très prête. Nous sommes prêtes. Ok, nous sommes déjà au mois de novembre. C'est-à-dire que le mois prochain, nous aurons tous à passer nos examens finaux, surtout pour ceux qui sont étudiants. Et nous tous, nous sommes en train de passer par une période qu'on appelle la pression académique. Et aujourd'hui, avec nos invités, nous allons décortiquer sur le sujet. Mais comme entrée de jeu, j'aimerais que nous puissions comprendre c'est quoi la pression académique. Le Good Tutor nous enseigne que la pression académique est le stress ressenti par les étudiants en raison de leur incapacité à obtenir certains résultats ou leur crainte de ne pas pouvoir réussir leurs examens. Alors, les ladies, je sais qu'on dit ladies first, mais moi je veux commencer par nos invités. Comme ils nous ont fait l'honneur de pouvoir être avec nous sur notre plateau, je vais commencer par Marc. Parce que je sais que la fois passée qu'on a parlé, tu étais en train de faire ton master. Là maintenant, est-ce que tu as fini ou bien tu es proche? Je finis avec... Yes! Congratulations! Non, en fait, tu es tellement mystérieux. Tu as fini, j'ai même pas su que tu as fini. Ah, bizarrement, on se disait qu'on allait poster sur les prises et tout. Après, le premier jour est passé, le deuxième, après on s'est dit, bon, ça sert à quoi, de toute façon. Bon. Mais bon. C'est pas aussi l'arrêt final. Mais moi, j'ai eu un indice. Hein. Ah bon? Hier, je savais qu'il avait fini. Oh wow! Parce que la dernière fois qu'on a parlé, c'était en juillet. Oui, c'était en juillet et j'étais en train pratiquement de passer mes derniers examens. Et après, pratiquement la dernière semaine de juillet, alors 2 semaines après, j'ai gradué. Oh wow, congratulations! Donc on reçoit cette onction. Alors, nous sommes encore en train de poursuivre nos undergraduate et certains peut-être les graduate degrees et on vit ce qu'on appelle la pression académique. Toi, tu as fini, déjà congratulations encore une fois. Comment est-ce que tu as vécu la pression académique pendant cette époque-là? Premièrement, je dois commencer par dire que ça ne me manque pas. ça, je vais vous rassurer, la pression académique, on ne me manque pas. Mais comme toute chose dans la vie, il faut apprendre comment gérer le stress qui vient avec les études. Je me rappelle, c'était ma 2e année au collège, je pense. J'étais en train de prendre un cours de calculus 1. Et mon professeur nous a donné une leçon que je n'oublierai pas jamais, qui m'a vraiment aidé pour le reste de mon cursus. Qu'est-ce qui cause cette pression académique? Ce n'est pas le fait que les examens sont stressants, ce n'est pas le fait que l'école est stressant. L'école, c'est juste une entité, vous allez à l'école, vous obtenez vos points et tout ça. Mais ce qui stresse le plus, c'est ce qui vient après. C'est parce que vous dites, par exemple, je donne un exemple, right? Vous dites que je vais être médecin. Mais pour être médecin, vous devez passer cet examen, comment on appelle? Du MCAT. MCAT. Vous devez passer votre MCAT. Du coup, la pression du MCAT vient quand vous commencez à vous dire que si je choue ces MCAT, je ne peux pas devenir médecin. Exactement. Et si je ne deviens pas médecin, je ne peux pas avoir mon rêve, je ne peux pas avoir ma maison de rêve ou mes enfants de rêve et tout ça. Et du coup, ce n'est pas le MCAT qui vous stresse, mais c'est ce qui vient après qui crée ce stress qui est causé par le MCAT. Alors, la première des choses qui m'a beaucoup aidé sincèrement pour gérer cette pression académique, c'est d'abord redéfinir ce que j'appelle les succès à l'école. Non. Redéfinir, je me dis que ma vie ne se limite pas à ces moments. Échouer, réussir, avoir 2 points, c'est bien d'avoir tout ça. Mais ce n'est pas ça qui définit ma vie. Et si je mourais demain, par exemple, à quoi ça sert toutes ces choses? Alors, redéfinir ces priorités m'a beaucoup aidé à voir les choses différemment
Et ça m'a aidé beaucoup avec ça. Et puis, deuxièmement, bien sûr, il y a aussi d'autres choses comme c'est connaître soi-même, connaître qu'est-ce qui te stresse. Moi, personnellement, les examens me stressaient. Alors, je passais plus mon temps. Je travaillais dur tout au long du semestre parce que je savais que quand les examens arrivent, je ne vais pas faire beaucoup d'efforts. Et ça m'aidait juste à diminuer cette pression-là pendant les examens. Oui, j'ai vraiment beaucoup aimé ce que tu as dit quand tu as parlé du fait que tu as redéfini le succès c'est toi. Hold on to that thought parce qu'on va y revenir. J'aimerais extend the question à Mike ici. Comment as-tu vécu la pression académique dans ton cursus scolaire? Bon, comme Marc a dit, la pression académique dans un cursus, ça ne manque jamais, c'est inévitable. Exactement. Ça arrive absolument, mais à différentes formes. J'aimerais, avant de commencer, d'élaborer vraiment ma question, commencer d'abord à décrire les formes que peuvent prendre cette pression-là et partager un peu l'expérience que j'ai eue par rapport à cela et comment est-ce que j'ai pu gérer tout cela. Tout d'abord, quand on parle d'un cursus académique, c'est d'abord quelque chose qu'on commence avec un projet, sur base d'un projet. Quand on se décide d'aller à l'école, chacun définit son projet, le pourquoi et qu'on sort tous les éléments qui autour de ces projets-là. Et il met en place des objectifs sur lesquels il doit travailler. Déjà, au départ, ça crée une forme d'attente. Et ces attentes-là, parfois, ça peut être aligné à vos compétences, parfois, ça n'allait pas. Et déjà, au départ, si ce n'est pas aligné à vos compétences, certainement, vous allez sentir que c'est déjà un début de pression qui commence déjà avant d'entrer. Et ça, c'est une pression qui commence déjà au niveau de la conception et de la construction de son projet d'études académiques qu'on sort. Et quand vous allez plus loin, vous allez voir que la personne, quand il prend vraiment la décision d'entrer dans les études, et il va fréquenter une institution. Et l'institution a des standards. Et ces standards-là sont vraiment indépendants de ce que vous avez fait dans votre projet. Mais ils ont défini leurs standards selon leurs critères et leur mode de fonctionnement. Et c'est pourquoi on a parlé, comme Marc a parlé ici, des examens qu'on passe pour devenir médecin, ou soit consort, ou soit pour accéder à un cursus de master, il faut avoir un GRE et consort, toutes ces choses-là. Ça fait partie des standards que les institutions mettent en place. Mais non, quand toi tu as conçu ton projet, il se fait que parfois, tu n'as pas tenu compte de tous ces éléments-là. Et vous faites face maintenant face à cette réalité-là. Et ça peut maintenant créer une forme de pression, surtout quand vous n'êtes pas préparé à ça. Et après, quand vous arrivez, par exemple, à gérer cette pression-là au niveau institutionnel et consort, il va arriver une troisième forme de pression. Lorsque vous construisez votre projet, vous avez des ententes de ce qu'on appelle l'après l'école. Et vous allez vous retrouver que non, voilà, lorsque vous fréquentez les universités ou les écoles, et il y a des métiers qui demandent à ce que vous performez vraiment bien pour que vous puissiez être dans le shortlist, dans le top list. Vous voyez un peu. Et cela crée aussi une certaine pression aux gens qui fréquentent les universités et ça crée différentes formes de pression académique et la manière dont vous embrassez cela. Mais pour cela, pour mieux gérer ça, c'est d'abord, tel que Marc a dit, c'est connaître soi-même et bien calibrer ses objectifs. Éviter d'avoir des standards qui sortent de votre champ de vision et de votre champ de contrôle. Parce que lorsque vous reposez sur des standards qui sortent sur votre champ de vision ou soit votre champ de contrôle, vous aurez vraiment des difficultés à maîtriser toutes ces pressions-là. Et si par exemple votre standard, c'est par exemple définir les études, d'avoir un boulot qui va vous maintenir par exemple dans le minimum vital. Mais entre-temps, vous arrivez à l'université, vous trouvez que les autres se battent pour avoir peut-être des meilleurs points et consorts. Pendant que vous n'étiez pas préparé dans ça. Et vous sortez carrément de votre champ de contrôle et vous allez trouver que ça va perturber votre équilibre. Et c'est pourquoi c'est très important d'abord de bien construire son projet, savoir calibrer votre démarche dans cet écosystème-là académique. Et je pense que ça marche toujours. Ça marchait pour moi, ça marchait pour toutes les personnes qui ont su gérer cette partie-là. Donc il y a bien d'exemples, mais je ne peux pas monopoliser la parole. C'est tout ce que je peux dire.
Alors, merci beaucoup, messieurs, pour cette réponse, parce que là, je vois vraiment le parallèle que vous avez fait par rapport à la définition proposée. Parce que la définition proposée, en fait, nous pousse à nous focaliser plus sur le matériel, ce qu'on apprend à l'école. Mais de vos réponses, je tire que la pression académique vient d'abord par un manque de préparation. Alors, on va en parler bientôt par rapport au manque de préparation. Mais les filles ont été trop quiet. Je voudrais commencer avec elles pour la prochaine question. Nous tous, je pense que nous tous, on vient de l'Afrique. Hein? Yeah. OK. Nous tous, on vient de l'Afrique. Et l'une des plus grandes pressions qu'on a pu subir en ce qui concerne les études, c'est parce que nos parents s'attendaient à ce qu'on soit tous les premiers de la classe. Tu te rends compte qu'à l'école primaire, oui, tu avances très bien parce que, bon, il y a certaines personnes qui sont inconscientes, qui ne veulent pas nécessairement étudier. Et tu arrives maintenant au lycée ou au collège et tu te rends compte qu'il y a d'autres personnes qui ont un quotient intellectuel peut-être similaire au tien ou même plus élevé. Donc, alors, je vais commencer avec les filles, mais je voudrais aussi que nos gentlemen puissent répondre. Pensez-vous que l'une des causes de votre pression académique dans votre vie personnelle a été liée à des facteurs socio-culturels? Sarah, Priscilla, Faites attention, vos parents vous suivent. Priscilla, tu veux commencer? Non, je peux aller ça. Quand tu dis socio-culturel, tu dis par rapport à là où notre nous vivons culture. actuellement. Parce qu'en Afrique, être intelligent, c'est être parmi les 10 premiers. Les 10 premiers, ça même sur au Congo, on vous fait la grâce. Non, en Côte d'Ivoire, il faut être parmi les 3 premiers. Si tu n'es pas parmi les 3 premiers, Bon. Moi, je dirais d'abord, on vient ici à un autre système. Exactement. Moi, je n'ai pas étudié, je n'ai pas eu mon diplôme d'État ici. Donc, je vais juste me focaliser parce qu'il faut d'abord savoir, si tu es à high school, c'est différent avec le collège. Exactement. On a des attentes différentes. Moi, je veux dire par rapport au collège, avec le programme que je fais maintenant. Collège-université. Il y a une université, So, moi, je dirais que tu sens cette pression parce que c'est tout un autre système ici. D'abord, c'est une autre langue aussi. Exactement. Tu dois t'habituer. Et aussi, quand tu es là, comme vraiment on vient de l'énumérer, il faut savoir tes objectifs. Tu prends ces programmes et tu sais, en fait, quand tu prends ces programmes, qu'est-ce que tu t'attends à ces programmes? C'est ce que moi, je vais dire. Et toi, Priscilla? Alors, si je dois répondre à la question, je dirais, tout petit, on grandit et tout, on vient d'une famille. Comme tu as dit, nos parents, ils nous obligent un peu à sortir parmi le 10 premiers, le 3 premiers et tout. Mais moi, de mon côté, si je dois donner mon expérience, je ne l'ai pas vécu vraiment comme une pression en étant toute petite. Pour moi, c'était comme, voilà, les parents voulaient les meilleurs de moi. C'était ça, en fait. Ils voulaient le meilleur de moi et c'est ce que je devais donner pour leur faire plaisir, tu vois. Mais la pression est venue du moment où on a quitté d'où on venait, on a quitté d'un environnement pour aller dans un autre environnement. Et je crois que c'est là que la pression a commencé à se construire en moi. Et aussi, sachant que là, on est adolescent, on ne s'y connaît pas vraiment, comme ils ont parlé de se connaître. Et on arrive à un certain âge maintenant où là, on apprend à se connaître et on doit aller à l'école. Et en plus de cela, comme Sarah l'a dit, il y a l'anglais, il y a la culture la culture américaine, il y a l'église et tout ça. C'est là que la pression a commencé, en fait, et tout. Et juste comme ils l'ont dit, apprendre à se connaître, c'est important. Quand je commençais, tout était bien et tout, ça allait quand même bien. Et arriver à la school, du moment où tu quittes la school, c'est là que tu dois prendre des décisions toi-même. Tu dois être responsable de ce que tu fais. Et c'est là où commence la pression. Je crois que la pression, c'est quand... la pression vient quand tu dois prendre des responsabilités toi-même, pour toi-même. Et là, tu dois te fixer des objectifs pour toi-même. Tu dois aussi apprendre à te connaître. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et je suis tombée sur cette pression académique. Pourquoi? Parce que déjà, je faisais un major où voilà, c'était juste pour plaire aux parents parce que les parents, ils parlaient de la médecine et tout. Et c'est l'une des choses aussi que je peux quand même en parler puis conseiller. C'est vraiment important, crucial de se connaître ce qu'on veut et connaître aussi son appel. Son appel, ce n'est juste pas dans le ministère, mais aussi dans la vie courante. Tu dois connaître à quoi tu es appelé et ça t'éviterait de pression, un peu si je dois dire banale. C'est vrai, on refuse pas le stress existe. Il y en a en fait, peu importe, inévitable, mais il y a une façon qu'on peut gérer, qu'on peut mieux balancer si on connaît exactement notre objectif et à quoi on est appelé, et ça nous évitera aussi de perdre le temps vers quelque chose autre.
Alors, ça rejoint tout simplement ce qu'il disait lorsqu'il parlait en fait de préparation. En ce qui, moi, me concerne, j'aimerais que les internautes puissent savoir, on ne dit pas que notre culture africaine nous a tellement mis de pression au point où on est misérable. Non. Parce qu'aujourd'hui, ce sont ces valeurs-là, comme tu as dit, se pousser vraiment à aller au-delà de nos limites. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on cherche toujours, on vise toujours l'excellence. Alors, comme j'ai dit, en aucun cas, nous disons que cela est notre culture africaine, nous a poussé à être tout le temps sous pression, mais les méthodes qui ont été utilisées quand on grandissait ont créé quelques pressions. Et alors j'aimerais aussi donner la parole aux invités. Je vais commencer par Mike, comme j'avais commencé par Marc-Alain. Penses-tu que les facteurs socio-culturels jouent un grand rôle dans la pression académique? Absolument. 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 J'ai en fait l'inflexion de savoir. Pourquoi? Parce que, vous savez, la science est universelle. Hein? Exactement. Donc, la science qu'on a ici aux États-Unis, c'est la même que nous avons au Congo, que nous avons en Chine et consorts. Mais les réalités diffèrent. Mais dans la pression que nous avons dans cet environnement-là, elle est aussi liée à notre histoire, à nos réalités. Et c'est très important, ce sont des choses que nous devons savoir. Bien que l'excellence pour rendre fier, quand je parle de l'excellence pour rendre fier, c'est-à-dire quoi? Quand tu excelles à l'école et que le parent qui t'a emmené, qui t'a envoyé à l'école voit que tu excelles, ça les rend fiers. Exactement. Ce n'est pas seulement une réalité propre à l'Afrique, ou soit aux États-Unis, ou en Asie. Non, c'est vraiment universel, cet aspect-là de la pression. Ça existe. On ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas dire que c'est spécifique à une zone géographique. Mais par ailleurs, c'est dosé différemment dans différentes régions du monde. Exactement. Puisque beaucoup de gens vont dire que, par exemple, en Afrique, on a fait parfois de trop. Mais peut-être qu'on n'a pas su apprendre des autres cultures aussi. Par exemple, en Chine, si vous regardez la pression que les parents font sur les enfants pour les études, vous n'allez pas croire. C'est même plus que l'Afrique, des fois. Oui, c'est terrible parce que les enfants vont à l'école pour une journée, pendant 13 heures du temps. Ce qui n'est pas le cas en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que non, on doit miser sur nos enfants, ils doivent exceller, ils doivent être le premier et consort. Et c'est aussi une garantie pour les futurs de la famille. Puisque vous savez, avec l'histoire récente, par exemple, de la Chine, je dois prendre cet exemple-là, c'était un pays qui était avant pauvre. Exactement. Et qui a émergé les dernières années ici. Et pour les parents qui étaient hier pauvres, et sortis de cette pauvreté-là, l'école était le seul levier pour eux. Étant donné que l'école était le seul levier, c'est pour eux totalement normal qu'ils puissent foutre cette pression-là sur les enfants. Et cela veut dire que par rapport à leur réalité, ça causait une certaine pression académique sur leurs enfants. Donc, c'est-à-dire que ces facteurs-là, socio-économiques, sont tellement importants dans le dosage de la pression, si je dois le dire en ces termes-là. Alors, et toi, Marc-Alain? Je pense que je me rejoins à Mike sur l'historique. Je pense que c'est important de connaître l'histoire, de connaître le background de tout ça pour bien comprendre d'où vient cette pression socio-culturelle. Parce que, vous voyez, dans le passé, ceux-là qui excellaient ou ceux-là qui avaient des positions dans le gouvernement, dans les entreprises et tout ça, c'était des gens qui allaient à l'école, c'était des gens qui réussissaient. Déjà, notre système éducatif, je vais parler du Congo d'où je viens, notre système éducatif à la base d'abord, je pense qu'il y a un petit problème. Peut-être pas beaucoup, mais juste un petit problème. Avoir le premier de la classe et un dixième de la classe, ça crée déjà un complexe. Exactement. Parce que c'est comme si tu disais à cet enfant, tu es meilleur que l'autre. Exactement. Il y a un homme qui a dit que si on jugeait la capacité, si on jugeait l'intelligence du poisson à sa capacité à grimper un arbre, le poisson vivrait toute sa vie pensant qu'il est bête. Exactement. Pourtant, c'est pas ça son strength zone. Alors, cette pression socio-culturelle souvent naît du fait qu'on essaie de mettre tout le monde dans un seul bus et on dit que vous devez tous exceller de la même façon. Il y a des gens qui sont naturellement bons en mathématiques. Ils n'ont pas besoin de prière, ils n'ont besoin de rien. Exactement. Naturellement, il est bon en mathématiques. D'autres personnes sont très bons en histoire. Et d'autres personnes sont très bons dans d'autres cours. Alors, quand vous dites que quelqu'un est intelligent simplement parce c'est un génie en mathématiques, je ne sais pas si Picasso a fait la mathématique. Mais on les connaît aujourd'hui sur un autre domaine. Alors, cette pression socio-culturelle, souvent, je pense qu'elle naît du fait qu'on essaie de mettre tout le monde dans un seul bus et les comparer même quand ils ont différents atouts.
En venant par rapport à ce que vous dites, pensez-vous pas que c'est par rapport au système? Je ne sais pas si vous avez parlé de ça. Parce qu'ici, c'est un différent système et dans notre pays, c'est un différent. Le système que nous avons au Congo, c'est un système belge, je pense. Yep. Et ici, on se focalise juste quand un enfant excelle, par exemple, dans une matière, on le focalise là. Et là-bas au Congo, on généralise en fait. Mais même au Côte d'Ivoire, on a un système francophone. Et quand je parle en fait avec des personnes qui ont étudié au Congo, c'est pratiquement pareil. Parce que dans le système francophone, c'est comme moi. Moi, je pensais que je n'étais pas si intelligente parce que je déteste les maths. Mais je me suis rendu compte que je suis bonne, comme Marc-Alain a dit, dans les dissertations, dans tout ce qui est en liberal arts, les arts, tu vois. Donc, c'est pareil en fait que le système francophone et belge sont pareils. Je pense qu'ils basent ça sur la meritocracy, right? La méritocratie, en fait. Ici, on se focalise sur les aptitudes de la personne et on se rassure que toutes les activités que cette personne fait aident à aiguiser ces aptitudes-là. So, voilà. Bon. Yes. Désolé. Please. C'est ces stéréotypes qu'on a, right? Exactement. On s'est dit que les ingénieurs gagnent beaucoup d'argent, les docteurs, ils sont les meilleurs dans la société. Avocat. Je me rappelle une fois, avocat. C'est pour ça pratiquement chez nous au pays, la plupart de mes amis que je connais, soit ils sont des avocats, soit ils sont des médecins, soit ils font l'économie. Et à un moment, je me demande, et tous ces autres domaines, l'art, la littérature et toutes ces autres choses où les gens peuvent exceller. Je me rappelle une fois, je suivais un TEDx Talk par le docteur Atonson Boma. Et il était en train de dire que la première fois qu'il allait dire à sa maman que je vais faire la musique, sa maman a presque perdu la tête. Elle dit, mais toi, tu as vu quelqu'un faire la musique et travailler dans un bureau. Et ce sont ces stéréotypes que nous avons souvent dans nos cultures qui, à un moment, nous limitent, même ici aux États-Unis. Beaucoup de parents se disent que tu es ingénieur, tu vas te faire beaucoup d'argent. C'est vrai, c'est vrai. Right off the bat, quand tu quittes le collège, tu viens de finir, tu as ton diplôme. En tant qu'ingénieur, tu vas beaucoup faire plus d'argent qu'un biologiste. Naturellement. Mais cela ne veut pas dire que ce sera la réalité dans les prochaines 10, 20 ou 30 années. Okay. Alors, je ne sais pas si Mike a quelque chose à rajouter. Bon, vous savez, toutes ces choses-là, quand on pense que nous, en Afrique, parfois, on en fait des trucs qu'on sort, j'ai toujours du mal à apprécier ça. Pourquoi? Parce que l'Afrique a ses problèmes à lui. Puisque ce sont beaucoup de choses que nous avons là-bas, ça a été importé. Et nous l'utilisons à notre manière. Et c'est pourquoi vous allez voir le gens, par exemple, quand on lui parle du bureau, il pense que travailler au bureau, c'est ce qui fait la valeur d'une personne. Mais or, les métiers se valorisent. Ce n'est pas l'environnement dans lequel tu travailles qui valorise ton métier, mais c'est plutôt, c'est toi la personne qui fait un métier qui valorise ça. Mais par contre, chez nous, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que c'est à cause de notre histoire. On a été colonisé et on sait que pendant la colonisation, qui était dans les bureaux et qui était sur les terrains, qui était bien traité, qui ne l'était pas avant. Et c'est ce qui fait qu'on a cette compréhension-là. Oui, c'est vrai, ce n'est pas une excuse pour dire que non, on se dédouane de ça, mais on doit aussi tenir compte de ça. Donc moi, je ne suis pas trop dur envers l'Afrique à ce niveau-là, mais moi, je pense que c'est quelque chose qu'on doit vraiment revoir à fond. Faire beaucoup plus de pédagogie, de vulgarisation, pour que les gens comprennent qu'il y a des choses et des aménagements profonds à faire pour que nous puissions arriver à diversifier nos produits. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui on n'a pas, par exemple, des artistes qui sont sortis des écoles, qui sont promis, quel avenir on veut de notre art? Il faut qu'on puisse faire ce travail-là. C'est pour notre bien, mais c'est pas parce que les pays ont délibérément décidé de faire ça. Mais c'est pas notre histoire, mais il faut une certaine conscience pour arriver à changer les choses dans ces domaines. Oui, avant de passer, il faut une certaine conscience et tout. Bon, comme vous avez dit, c'est vraiment pas de notre faute comme ça, c'est d'où on vient et tout, comment les choses ont commencé au début. Mais quels conseils pratiques vous pouvez donner, avant de passer à une autre question, quels conseils pratiques vous pouvez donner pour se rendre conscient, par exemple, comme vous avez parlé de la conscience de ces faits-là et tout? Des mesures incitatives, puisque vous savez, les mentalités des gens ne changent pas facilement. Si aujourd'hui j'ai grandi, j'étais né, on m'a dit que non, il faut être par exemple économiste dans un bureau, travailler dans un bureau, c'est là où j'ai de la valeur. Tu ne peux pas changer ça facilement. Même avec la prière. Oh non, pas du tout. Pas ça. Donc c'est quand vous dites que ça ne peut pas changer, c'est que ça vient de la famille alors. Sans mesures incitatives, c'est dire quoi?
C'est-à-dire que quand on se rend compte que non, il y a un problème de la perception de gens dans tous les domaines qui sont pas liés à la science ou soit à l'économie et qu'on au droit, il faut plutôt donner des avantages aux gens. Dire par exemple, si tu veux faire les sciences, tu vas par exemple payer. Mais si tu veux par exemple faire les arts, tu ne payes pas, mais tu as de la promotion, tout ce que tu vas produire après tes études sera accompagné, sera promis dans le monde. Vous allez voir que plus de gens vont aller dans ce sens-là. Et lorsque ces gens-là vont se développer, ça va servir de miroir pour les autres générations. C'est comme ça qu'on commence à construire un avenir. Un avenir ne s'improvise pas. Donc, s'il faut proposer une solution, il faut vraiment aller dans ce sens-là. Ça se fait partout. C'est pas pour rien que vous voyez aux États-Unis, quand vous êtes dans les STEM, on fait beaucoup plus la promotion des STEM. Parce qu'ils en ont besoin. Ils connaissent leurs besoins. Et il faut que nous ayons conscience de ce dont nous avons besoin et travailler dessus. Mettre en place des mesures incitatives. C'est comme ça que nous allons réussir. Yes, Sarah. Maintenant, qui doit imposer cela? Qui doit imposer cela et qui doit vraiment conscientiser? C'est un effort collectif, hein? Okay. C'est pas seulement au gouvernement, parce qu'on a toujours tendance à croire que le travail doit être fait par le gouvernement. Mais il y a des gens qui ont du pouvoir, des capitaux, de l'influence. Ils sont audibles auprès de la population. Ils sont mieux compris que le pouvoir public. Il faut qu'ils puissent prendre leurs responsabilités. Donc moi, je ne suis pas là pour regarder vers quelqu'un ou en particulier, non. Je nous regarde nous-mêmes, nous tous ici. Même nous qui sommes ici, nous sommes responsables de cela. Donc tout ce que je suis en train de dire, ça ne concerne pas une classe particulière de personnes, mais ça concerne tout le monde. Bon, ce sujet, il est vraiment profond. On peut vraiment continuer, mais on a parlé des causes, des effets. J'aimerais maintenant qu'on puisse parler des solutions pratiques. Parce que, comme je l'ai dit, déjà le mois prochain, beaucoup vont prendre les examens finaux. Certaines personnes sont en train de paniquer. Il y a des gens qui ont déjà commencé des jeûnes et prières de sorte à passer leur examen. Mais bon, si tu n'étudies pas, qu'est-ce que Dieu peut faire? Alors, j'aimerais que tout le monde fasse sortir sa casquette de serviteur de Dieu ici. Chacun va me dire à tour de rôle, je vais dire premier, deuxième, troisième, quelle est la place de Dieu selon vous dans votre vie académique? Je vais commencer par Marc. Parce qu'il m'a regardé, donc je commence par... Je regardais tout le monde. En fait, je pense, moi, je viens d'un background chrétien et j'ai toujours... Maman nous a toujours répété une chose en grandissant. J'ai découvert ça dans la Bible plus tard. Je ne savais pas qu'elle avait tiré ça de la Bible. Mais elle disait toujours que c'est Dieu qui donne l'intelligence. Et de lui vient la sagesse. Quand vous lisez le livre de Proverbes, il part, David est entré par là, son fils Salomon, il dit que fais tout ce que tu peux avec tout ce que tu as, obtiens la connaissance. Alors, je pense que Dieu, si je dois venir d'un background chrétien, Dieu, c'est lui qui donne l'intelligence. Mais au même moment, Dieu ne nous donne pas l'intelligence pour être bête. Je m'explique. On est tous assis ici, on a tous 2 pieds et 2 mains. Si on veut soulever cette table et qu'on se mette à jeûner ici pendant 1 semaine, à sec, on dit Seigneur, déplace la table. La table ne va pas bouger parce que Dieu nous a doté des capacités pour bouger cette table. Alors, quand je dis aux gens, les gens se préparent pour leur final, je dis aux gens, prépare-toi et demande que Dieu te donne des stratégies pour bien étudier. Que Dieu te donne l'intelligence pour étudier. Non pas que Dieu te donne les réponses aux questions de l'examen. Une histoire vraie que j'ai entendue dans le passé, je lis dans le passé sur le docteur Ben Carson dans son livre, son autobiographique Gifted Hands. Il raconte l'histoire d'un moment où il était tellement stressé pour un examen, il n'avait pas bien étudié. Il a prié. Il a dit que la nuit, il a eu un rêve où quelqu'un est en train d'écrire les réponses sur le tableau. Il va dans la salle, il se met et toutes les questions qu'il a vues dans son rêve, c'était ça les réponses. Ça, c'est l'exception. J'allais réagir avec ça, c'est l'exception. Mais la règle, c'est qu'il faut étudier. Et quand ça devient trop stressant, demande à Dieu de te donner des stratégies pour bien étudier. Et moi, je sais que Dieu est fidèle. Moi, je jeûnais toujours avant mes examens. En tout cas, toujours.
jusqu'à ce que je termine mon cursus académique. Je jeûnais toujours. Et quelles sont les stratégies que Dieu t'a données? Les stratégies que Dieu m'a données, la préparation. Et à un moment, c'est une stratégie, à un moment, c'est un livre. Je me rappelle quand je commençais avec UTA, ça me stressait tellement beaucoup. La transition entre le community college et puis UTA, ça m'a vraiment trop stressé. J'étais sur un scholarship, d'où la pression. Si je n'avais pas certains grades, j'allais perdre mon scholarship. Et mon scholarship, c'était pour 3 semestres, alors je ne pouvais pas le faire. Alors, je commençais à prier. Je me rappelle, un ami m'a donné un livre. Ça s'appelle Guarantee 4.0. Et cette dame, je l'ai croisée, elle commence maintenant à mentorer depuis quelques années. Et quand je lis ces livres, elle donnait des stratégies comment étudier. Alors, comment étudier? Sincèrement, si c'est la dernière semaine et que vous préparez vos finals, c'est un peu trop tard pour vous mettre trop la pression. Vous allez rester debout toute la nuit. Mais si vous commencez au début du semestre, vous étudiez avant d'aller en classe. Vous avez lu l'information. Quand vous allez en classe, l'information se répète parce que le professeur maintenant vous enseigne. Et quand vous quittez la classe, vous réalisez le note du professeur. Alors, vous vous rendez compte que pour chaque cours, vous avez rélu pratiquement la même note 3 fois. Et la répétition, c'est la mère de la science. C'est pas aujourd'hui, il y a des petits problèmes qu'on se dit, ok, c'est facile à les faire. C'est parce que tu l'as fait plusieurs fois dans la vie que ça devient facile. Et c'est pareil dans le cursus académique. Le plus tu répètes la matière, le plus tu revois la même matière encore et encore, ça reste dans ta tête. Le seul problème, c'est que la plupart des fois, au lieu de revoir notre matière, nous sommes au téléphone. Et c'est ce qui crée à un moment de problème. Et à un moment aussi, quand nous allons un peu plus dans les sciences neuroscience, la science du cerveau, vous vous rendez compte aussi, il faut savoir créer l'envie d'étudier. Et l'envie d'étudier, c'est créé par... le mot anglais, c'est trick. C'est comme si vous trompez votre cerveau. Par exemple, vous vous dites que quand je termine une page de livre, je vais me lever et faire quelque chose que j'aime. Comme par exemple, je vais acclamer pour moi-même ou je vais sauter, juste pour me réjouir. Qu'est-ce qui se passe? C'est que votre cerveau retient. Oh, ce que je viens de lire est excitant. Même si vous n'êtes pas excité au fond de vous, mais vous forcez votre corps à s'exciter. Et éventuellement, le plus vous le faites, ça commence à générer la dopamine dans votre cerveau. Et ça vous donne maintenant envie de pouvoir étudier. Et quand vous avez répété une chose 2, 3, 4 fois et que vous comprenez, du coup, vous êtes content parce que maintenant, ça a beaucoup plus de sens pour vous et vous avez envie de le faire et envie d'étudier. Alors, actuellement... Oh, bon. Je sais que tu es encore sur les mesures incitatives. On va répondre à cette question. Je vais vous partager quelque chose, un témoignage très personnel par rapport à ce qu'il a dit ici. C'est comment est-ce que Dieu peut vous aider en vrai. Vous avez dit que c'est un cas particulier. Moi, je vais vous dire que ce n'est pas un cas particulier parce que ça m'est arrivé moi-même. J'étais un jeune professionnel au Congo. C'était vers les années 2013 ou 2014. J'ai commencé à travailler pour une très grande entreprise, une très grande organisation internationale. Vous savez, quand vous êtes débutant, vous devez vous affirmer et qu'on sort. Et ça fait beaucoup de pression. D'ailleurs, on parle de la pression ici. Et maintenant, étant jeune, il y avait beaucoup d'attentes et il fallait donner des résultats. Et je suis en train de travailler sur une tâche là où je n'avais pas des résultats attendus. Et ça faisait une pression sur moi terrible. Et il fallait maintenant finir le travail avant la date limite. Et je ne savais pas comment le faire puisque je ne trouvais toujours pas comment le faire. J'ai prié Dieu une nuit, je lui ai dit, Dieu, j'aimerais finir ce travail. Mais je ne sais pas comment, il faut m'aider. Et je me suis endormi cette nuit-là. J'ai vu une dame dans mon sommeil, dans mon rêve, en train de m'indiquer les étapes, une par une, comment faire le travail. Les étapes que je ne connaissais pas du tout, que je n'avais pas encore essayé. Le lendemain matin, je suis arrivé au travail, le premier, la personne qui ouvrait les portes de nos bureaux est venue me trouver là. Quand il a ouvert, je suis allé directement dans la salle, dans le laboratoire où on travaillait. J'ai appliqué chacune de ces étapes comme elles m'ont été indiquées et le travail a été fait. Donc, parfois, oui, certainement, Dieu a des principes de base qu'il met en place. Donc, il faut que nous fournissions les efforts, que tu sois chrétien ou pas. Ces efforts-là, si tu appliques ces efforts-là, ça va te payer. Mais Dieu est tellement merveilleux et grand à tel point qu'il a juste laissé une limite pour lui, pour qu'il puisse nous faire rendre compte qu'il est Dieu. Donc, il a marqué cette limite-là. Quand on arrive à cette limite-là, comme c'était le cas chez moi,
c'est là où il entre en jeu pour nous aider, nous ajouter ce qui nous manque. Donc, c'est pourquoi il faut toujours tenir compte de cela. Les principes de base, il faut vraiment en tenir compte. Pourquoi? Parce que même Dieu, quand il a créé le monde, la première recommandation qu'il a fait à Adam, ce n'était pas de faire quoi que ce soit. C'était de travailler. Et si, dans les domaines académiques comme nous parlons ici, si tu veux vraiment réussir, si tu penses que tu crois vraiment en Dieu, si tu veux savoir comment est-ce que Dieu peut t'aider, commence d'abord par être discipliné et à travailler. Quand tu travailles, tu vas voir les résultats. Mais si tu veux réellement exceller, c'est à ce moment-là que tu dois aller réellement en profondeur avec Dieu. Donc, il faut vraiment d'abord commencer par établir cette fondation-là. Ces principes-là, tu ne peux pas échapper à ça. Si tu oses échapper à ça en croyant que non, quand tu iras vers Dieu qui va faire un miracle, non, ça ne marche pas comme ça. Non, sincèrement, je pense que c'est très vrai ce qu'il dit parce que moi, dans ma propre vie, quand je dis que vous priez Dieu pour l'intelligence, Dieu dans l'intelligence. Parce que je n'étais pas bon en maths. Et aujourd'hui, je parle avec des amis qui m'ont connu il y a très longtemps et quand je leur dis que, vous savez, j'ai eu par exemple ma licence en ingénierie, ils disent quoi, Marc, toi, ingénierie? Donc il y a deux choses qui ne peuvent pas matcher. Et moi, je crois sincèrement que quand vous priez vraiment Dieu, Dieu répond aux prières. Et bien sûr, même quand vous êtes par exemple devant un examen, ça stresse tellement que vous ne savez pas quoi faire. Je pense que prier aide beaucoup. Mais comme Mike l'a dit, il y a des principes de base qu'il faut respecter à la base. Non, en fait, ce que vous avez dit, c'est très pertinent parce que moi, je me rappelle, je grandissais en fait dans un environnement où c'est vrai, on priait Dieu, mais quand il s'agit de l'école, c'est tes propres efforts, ta propre intelligence. Donc, quand je me suis même totalement donnée au Seigneur, c'est pourquoi je riais quand Mike parlait de la perception qui ne change pas, j'ai dit même dans la prière, parce que moi, quand vous voyez, quand vous parlez des exemples, oh, l'ange est venu, ou quelqu'un est venu de rêve, moi, je disais toujours, vous partez à l'église, vous priez pour votre âme. Mais en ce qui concerne les choses séculières, c'est l'intelligence. Et jusqu'à ce que le Seigneur même a eu à me reprendre, et il m'a dit que tu étais orgueilleuse. J'ai dit pourquoi? Parce qu'il m'a dit, je ne l'impliquais pas dans mes études. Et moi, je lui ai dit, mais I got it. Je comprends mes matières et tout ça. Il m'a dit, non, tu es orgueilleuse, tu ne m'impliques pas. So, depuis ce jour, Seigneur, merci. J'ai appris ma leçon. Donc, je prie. Maintenant, je vais demander à mon pasteur de s'exprimer parce que je sais que c'est en train de bouillonner là-dedans. Priscilla? En tout cas, moi, je vais aller avec tout ce qui a été dit. En tout cas, c'était correct. Il est très important, je n'aimerais pas me répéter encore, il est très important d'avoir certains principes qui est le travail, comme ça a été dit. Il y a quelqu'un qui, je vois souvent des statuts de gens qui disent « Dieu ne travaille pas avec le paresseux ». Donc vraiment travailler et aussi mettre Dieu aussi dans l'enjeu de ce que l'on fait, peu importe. Comme là, on parle de l'école, le mettre aussi en premier, ne pas juste... donner beaucoup sur le travail, mais aussi donner aussi beaucoup sur la prière. Et comme ils ont dit, Dieu les a donné des stratégies. Ce qui veut dire que j'aimerais quand même parler là-dessus. Je suis en train de penser. Je te donne le micro. Je suis en train de penser, ils ont parlé de... Dieu les a donné de stratégies. Mais je me suis dit, une personne qui n'a pas aussi cette relation avec Dieu, ou bien ne peut pas entendre le Seigneur, ne peut pas... plutôt une personne qui ne connaît pas la voix du Seigneur ne peut pas entendre ses stratégies. Donc, il est aussi important vraiment d'avoir cette relation avec Dieu, de chercher Dieu, de méditer sa parole pour aussi mieux comprendre son langage et le travail comme ils l'ont dit ici. Alors, Bishop, révérende Priscilla a dit que Dieu ne travaille pas avec les paresseux. En Côte d'Ivoire, on dit Dieu ne tue pas foutu. Qu'est-ce que toi tu as à dire par rapport à cela? D'abord, rectifier Bishop. Il n'y a pas de bishop ici. Okay, désolée. L'impératrice. Ok. Bon, tout a été déjà dit. Hein? Tout a été déjà dit. Moi, je vais prendre vraiment juste tout ce qu'ils ont dit ici. Mettre Dieu en premier parce que même la parole de Dieu dit que au commencement était la parole. Donc, c'est Dieu en premier et travailler. Parce que même l'exemple qu'on a donné, on est ici à la table. Dieu ne va pas faire, ne va pas soulever cette table à notre place. C'est juste que mettre Dieu en premier et travailler. C'est ce que je vais simplement dire parce que tout a été déjà dit. Bon, même la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le début de la science. Donc, on va seulement pas se focaliser sur ce principe-là. Bon, nous sommes déjà à la fin.
Alors, messieurs, vraiment merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Mais avant que nous puissions nous séparer, si vous pouvez regarder un jeune étudiant et lui donner un conseil ou une parole d'encouragement. Mike, tu vas en prendre. Bon, je ne sais pas si je serai capable de vous convaincre, mais puisque je peux vous dire que ça ne sera pas facile, il y aura beaucoup de challenges, mais il faut avoir beaucoup de motivation, de patience, de discipline, et ça marche. Et put God first, donc mettre Dieu en premier. Alors, moi je dirais, la vie vaut beaucoup plus que ces moments ici de l'école. Gardez ça en perspective. La deuxième des choses que je dirais aussi, c'est travailler dur. Travailler dur, donne le meilleur de toi et laisse le reste à Dieu. Et la troisième et dernière des choses que je dirais, c'est mon verset favori, Romains 8:28. Or, nous savons que tout concourt pour le bien de ceux-là qui aiment Dieu. Aussi longtemps que ton cœur est correct avec Dieu et que ta façon de voir, tu as mis ton travail, peu importe ce qui vient après, mets-toi seulement en tête que cela concourt pour ton bien. Ça peut peut-être pas te faire du bien, mais ça concourt pour ton bien. En tout cas, j'aime bien. Ça peut peut-être pas te faire du bien, mais ça concourt pour ton bien. Alors, je voudrais aussi rajouter pour dire qu'il est aussi important de se fixer des objectifs réalistiques pour ne pas s'émettre une pression sur quelque chose qui ne pourra peut-être certainement pas arriver au moment. Donc, c'est vraiment ce que je peux dire. Aussi, avoir planifié ces journées, ces programmes, comment tu veux étudier, par quoi tu veux commencer. Et avoir un calendrier, c'est aussi important. Planifier, s'organiser, avoir un calendrier. Et pourquoi pas aussi avoir de moments relaxants, parce que j'ai l'impression de fois quand on se met tout le temps la pression de vouloir travailler, on risque de perdre l'équilibre sur autre chose. Alors avoir aussi de temps où comment je peux dire, tu te détends un peu, c'est aussi important et ça pourra aussi t'aider à garder la ligne sur le bon note. Je pensais que tu allais dire t'éclater un moment. Là. Voilà, t'éclater un moment. Voilà, c'est un peu ça le terme. T'éclater, voilà exactement. C'est avec de grands sourires qu'on vous dit au revoir et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et cliquez sur la cloche de notification de sorte à ne rien rater. Bye bye.